Manchester, 19h, le ciel est encore lourd. Le match contre Sheffield est maintenant terminé. C'est peut-être l'occasion de faire une petite mise au point sur une parcelle de vie. Une vie qui, avec le temps, vous rend forcément beaucoup plus philosophe. C'est une des solutions que j'ai trouvées à certains problèmes, quoi. Me dire que j'étais de passage, quoi. Ça te permet, dans des moments difficiles, de te dire, bon, tu es là, tu es de passage, quoi. D'être passé par beaucoup d'endroits aussi, c'est important. Moi, j'ai voyagé, j'ai vu des gens et ça, c'est important. C'est important d'avoir vu des gens. C'est important pour toi et c'est important pour la relation que tu as avec les autres. Un peu comme les arbres. Chacun d'entre eux a son physique, sa personnalité. Mais même dénué de feuilles, un arbre est toujours plus beau, toujours plus riche lorsqu'il est entouré des autres, lorsqu'il a appris, donné et reçu des autres. Ici, un rectangle vert, semblable à des millions d'autres. Canto est dans son élément, la nature et toute la simplicité qu'elle dégage. Il court tranquille, vagabonde au contact de la bise de l'automne. Il court, entouré et seul à la fois. L'Angleterre était sans doute fait pour lui. Ici, chacun est à sa place, un peu comme les arbres. On m'a dit, il y a un truc en Angleterre, tout ça. Bon, peut-être que c'est pour quitter la France. J'ai dit, bon, de toute façon, je voudrais bien partir, je voudrais recommencer, quoi. Mais pour l'Angleterre, parce que je crois que c'est des gens qui me correspondent, je crois que c'est un football qui me correspond. Surtout les gens et surtout la vie qui me correspondait, quoi. Je pensais que ça me correspondait et je crois pas m'être trompé. Et donc je partais de zéro, quoi. C'est comme quand je commençais au centre de formation, que j'ai fait mon premier match en première division. Je suis arrivé ici, les spectateurs ne me connaissaient pas. Et puis il fallait tout prouver, quoi. J'avais tout à prouver. Et j'ai prouvé pas mal de choses, il me reste encore beaucoup de choses à prouver. Et on a été champion avec Leeds l'année dernière. L'homme aux semelles devant voyage dans sa tête. Il débarque à Leeds avec ses idées, ses doutes, ses convictions et aussi sa réputation. La presse anglaise, friande de ce genre de sucreries, pondra les éternels refrains acidulés pour ne pas dire acides. Qu'importe. À Leeds, on aime les gens qui ont du tempérament. Nous sommes ici au stade d'Elland Road, mais c'est dans celui d'Oldham que Cantona va faire ses grands débuts. Les Bleus d'Oldham ouvrent la marque,
ce temps, Eric s'échauffe. Comme il vous l'a dit tout à l'heure, il passe du rang de star à celui de simple joueur. Il repart à zéro, avec tous les doutes, mais aussi tout l'état d'excitation que cela entraîne. Il redevient l'enfant que le système pervers du vedettariat lui avait sans doute empêché de rester ces dernières années. Sur le terrain, cela ne marche pas très fort pour Leeds, qui est largement dominé. Eric fait son entrée, juste avant la mi-temps. Sur cette touche rapidement jouée par Strachan, le public va vibrer une première fois. Feinte de frappe, il devrait s'en suivre un tir du gauche à la sortie, mais Eric est un peu court physiquement. Il le sait, il s'en veut. Les fans de Leeds ne lui en tiennent pas rigueur, et ils sont d'ailleurs tous surpris de constater qu'un Frenchie puisse dominer un Anglais sur son terrain de prédilection, celui des airs. En ce 8 février 92, à défaut de but, Eric a marqué des points. Mais il est déçu, car ce sera Oldham, vainqueur 2-0, qui obtiendra les points les plus précieux, ceux de la victoire. Le numéro 12 quitte la pelouse tête basse. Il sait que la route sera longue. Il sait aussi qu'étant le plus passant, il ne faudra pas laisser si celle-ci s'offre à lui. Cette fois, on le retrouve avec le 14. Il n'y a pas de 13 en Angleterre. Question de superstition. McAllister pour Cantona, idéalement placé. Le ballon l'est un peu moins. Et si la chance était passée? Au-delà de la fantaisie, le public anglais apprécie surtout l'efficacité. Quelques minutes plus tard, Eric dévie pour Wallace. Et si dans ce match contre Luton, la chance n'était tout simplement pas du côté de Leeds? Leeds qui pousse, mais même Strachan, pourtant bien placé, ne tente pas sa chance et échoue lamentablement au moment de la passe. Mais la chance, c'est bien connu, ça va, ça vient. Et sur le ballon récupéré par McAllister, Cantona aura la chance de se retrouver en position de conclure. Cette chance, il a donc saisi au vol. Ce vol de nuit, une si longue nuit sans point de repère, jusqu'à cet arc-en-ciel qu'il transperce donc pour prendre enfin son envol. Énième action, l'oiseau vert ne peut se servir de ses ailes. L'aigle blanc saisit alors sa proie et c'est sur le plancher des vaches que Colin Chapman achève le travail. 2-0, un but, une passe décisive. Que demande le peuple? Mais le peuple en veut toujours plus. Contre Wimbledon, Leeds fait un récital et Eric y va de son petit refrain. Il portait alors le numéro 3. Mais qu'importe le numéro pourvu que l'on ait le talent. Et ce talent méconnu outre-Manche va s'afficher au grand jour contre Chelsea. Depuis ce but venu d'un autre monde, la communion entre le public va être des plus passionnés. Le public l'aime aussi. À Leeds, on juge CS et non sur les on-dit. Quand Cantona est arrivé, il était précédé des garçons. Et les fans de Leeds espéraient un meilleur comportement. Et quand ils ont vu que tout allait bien sur le terrain, ils se sont vraiment demandé ce que voulait dire mauvais garçon dans le football français. Ce qui le rend différent, c'est sa personnalité. Sur le terrain, quand je regarde, qui dégage quelque chose de spécial. Le phénomène Cantona dépasse alors le cadre du football. On le retrouve désormais aussi bien placé dans les grandes surfaces que dans les plus petites, celles de réparation. Why I love you, I don't know why, but I love you.
ont gagné beaucoup de choses. Il y a beaucoup d'histoires. Dans tous les stades où tu vas, tu sens qu'il y a eu une vie, quoi. Les spectateurs sont très près. Ça donne envie de jouer au football. Tout ce qui fait autour du football, c'est pour... c'est stars, quoi. Les stars, c'est les joueurs. Et rien d'autre. Voilà, quoi. Et ça, on nous le fait comprendre, on nous le montre. Et c'est important, quoi. Je crois pas que ce soit partout pareil. Ailleurs, nous, on est là pour permettre à d'autres de faire le spectacle. Et on peut aimer les artistes à condition que ça gagne, à condition qu'ils contribuent à ce que l'équipe marque des buts, des trucs comme ça. Et pour le moment, j'ai eu la chance de jouer avec Leeds. On a été champion l'année dernière. J'ai eu la chance de jouer avec Manchester cette année. On gagne beaucoup de matchs. Et donc, ça me permet d'être reconnu, quoi. Mais si tu fais ça et que tu perds, tu es plutôt critiqué qu'autre chose. Leeds, c'est un jeu très direct. Et ce qui compte, je crois qu'il n'y a que ça qui compte, c'est le réalisme. C'est le mec qui met des buts, c'est le geste, pas de fioriture, quoi. C'est même pas l'essentiel avant le superflu, c'est l'essentiel. Mais ça m'a beaucoup, parce que je crois que c'est ce qui manquait un peu à mon jeu, ça m'a beaucoup aidé. Et je crois que je pourrais pas jouer à Manchester aujourd'hui si j'étais pas passé par Leeds. Parce qu'on pensait qu'à ça, quoi. On me faisait penser qu'à ça. Et ça a été important. Avec cette nouvelle notion du réalisme dans certaines phases de jeu, Eric franchit donc un nouveau palier, comme en témoignent ses 3 buts marqués à Wembley contre Liverpool lors de la fameuse Charity Cup. C'était son premier hat-trick, et aussi incroyable que cela puisse paraître, le deuxième allait survenir seulement 16 jours plus tard. Auparavant, il y avait eu ce but à Middlesbrough. Contre Tottenham, donc, le Cantona Express va siffler à 3 reprises. 28e minute, c'est un but du droit. Opportunisme, et on vous l'a expliqué, réalisme. Trois minutes plus tard, pressing de Leeds. Le ballon va être récupéré par McAllister. L'Écossais donne à Betty, qui centre pour Eric. Deuxième but donc, marqué de la tête. Nous sommes maintenant en début de seconde période. Débordement de Wallace. Finalement, plus rien ne lui résiste en ce début, que ce soit sur terrain neutre, Wembley, dans ou dans les squares. Arrive sévèrement toujours plus tard un but de Shady en début de match, à égaliser 10 minutes plus tard dans le 6. Pour espérer se qualifier, Leeds doit sans en concéder un seul, cela va de soi. Mais avant la mi-temps, Leeds sur penalty. En deuxième mi-temps, les Allemands et la mission de preuve année ce besoin d'Eric. Plus tard, suite à un corner tiré à but, la mission est maintenue ce score. Leeds est donc long à vous raconter, il y aura un 3-1. Tentative de Marc Attelé, leur missile et se permettent même en fin de partie. Crampons et Nouvelle n'étaient pas encore à commander finalement son futur. J'ai commencé dans mon quartier. De chez moi, on voyait le stade de Marseille comme entraîneur, professeur d'éducation physique. Puis j'ai joué en première division, j'ai fait mon armée. Mon premier but, c'était quoi? Mai 85, c'était au stade en Provence, de la connaître mieux, quoi. Mais revenons au jeune Eric, qui n'est alors aussi bien buteur que passeur. Si à se glisser bien souvent dans un trou de sourd. Dans la jungle, l'éléphant est le plus respecté, et dans celle des 10, jugez vous-même lors d'un accès. Un éléphant, c'est rapide, contrairement aux idées reçues, et à ce que pourrait laisser croire son gabarit. Toujours dans ce match contre Lens, c'est Eric qui jaillira le premier sur le centre de Vairua. Et puis un éléphant, ça trompe énormément. On le croit balourd, mais on réalise ensuite qu'il n'a pas les pieds carrés. Nous sommes encore dans la saison 86-87 et Eric est toujours aussi efficace. Tout à l'heure contre Lens en championnat, ici c'est contre Niort en Coupe de France. Niort n'est pas un gros calibre, me direz-vous. Attendons de voir ce joueur contre les grosses cylindrées.
Nantes par exemple. Eh bien, nous y sommes. 73e minute, but d'Eric Cantona. Nantes, c'est bien, mais voyons Bordeaux. Bordeaux qui domine à ce moment-là assez nettement le championnat. La barre de Dropsy tremble une première fois. Qu'à cela ne tienne, ce sont les filets qui trembleront à leur tour quelques minutes plus tard. Ce match se déroulait le 25 juillet 87, juste au début de la nouvelle saison. 18 jours plus tard, on va parler équipe de France. L'équipe de France A, j'ai joué mon premier match en Allemagne, à Berlin. Je venais d'avoir 21 ans. On avait perdu 2-1, j'avais marqué un but. Et bon, ça a été un moment important, quoi, parce que beaucoup de joueurs ont joué en équipe de France, énormément de joueurs. Mais pas beaucoup ont duré. Et c'est souvent le premier match qui te... Soit tu vas loin, soit tu t'arrêtes vite fait, quoi. Et puis bon, c'était important de bien le jouer, quoi. Même si on avait perdu, c'était un match amical, c'était pas très important. J'avais marqué, ça m'a permis de jouer d'autres matchs. Et ça me permet aujourd'hui d'être encore en équipe de France, quoi. Après la France, l'Europe, avec ce match de coupe de l'UEFA au stade de l'Abbé Deschamps contre les Grecs de Panathinaïkos. Auxerre, par manque d'expérience, sera éliminé et pourtant les jeunes Auxerrois avaient réalisé un super match avec notamment 3 buts de toute beauté. Auxerre-Brest maintenant, ou scène de la vie ordinaire. 13e minute, passe de Cantona, but de Bayrua. « 44e minute, but de Cantona. Ah, enfin un but auxerrois original, c'est-à-dire un but où n'était pas impliqué directement ou indirectement Cantona. Et on retrouve le quotidien. Passe de Cantona, but de Géraldès. Et toujours comme on le constate un peu plus tard contre Nice, ce fameux toucher de balle. Ce toucher de balle qu'allait donc découvrir quelques années plus tard Leeds, puis Manchester. Et en fait, tout le football anglais, les jeunes de Sheffield United ici par exemple. Nous sommes à Old Trafford, Eric a le numéro 7. Sheffield United est mal classé. Oh, belle occasion d'Eric. C'est dommage, mais j'ai l'impression que la modeste équipe de Sheffield va poser des problèmes aux Reds, vous savez? Enfin, je crois. Revenons peut-être en 87. Il va fêter sa première sélection, mais attention, ce n'est pas la sélection de tout à l'heure contre l'Allemagne, of course. Non, une équipe de France peut en cacher une autre. Cette deuxième saison, il y a eu l'épopée des espoirs. On a été champion d'Europe, il s'est passé plein de choses. On s'est retrouvé une bande de copains comme ça. Puis avec le temps, on s'aperçoit qu'on était finalement assez doués, quoi, puisque bon, la plupart, on s'est retrouvés en équipe de France A pour la plupart. Et pratiquement tous jouent en première division aujourd'hui. Et bien. Mais en même temps, il y avait un truc, quoi. Un truc, bon, le truc de jeunesse, quoi. Même si au centre de formation, on avait appris certaines rigueurs, quoi. On s'entendait tellement bien, quoi, que qu'on jouait au foot comme on avait joué quand on était gamin, quoi.
sans retenue, en toute liberté. Début de l'aventure au Havre contre l'URSS. Un ballon récupéré par Desperoux, un ballon qui file sur la droite, qui s'envole et qui est cueilli dans sa phase descendante par Eric. Mais rien n'est joué, surtout que les soviétiques égalisent en deuxième mi-temps. Heureusement, à 3 minutes de la fin, Eric va réussir une superbe frappe et le ballon, encore en phase ascendante, va se loger dans la fameuse lucarne. On vivait des choses intenses entre nous, après les matchs, avant les matchs. Quand on se retrouvait ensemble, ça nous a permis de vivre des grands moments, de renverser des situations qui étaient souvent désespérées, quoi. Lors de la demi-finale légendaire à Besançon contre l'Angleterre, Eric place d'abord sur orbite Jocelyn Angloma. Les Anglais ont toujours eu de remarquables sélections espoirs. Ils étaient donnés largement favoris et ce n'est donc pas une surprise de les voir égaliser un peu plus tard dans cette même première mi-temps. Tout cela ne laisse rien présager de bon pour la deuxième période. Jusqu'à ce qu'Eric prenne définitivement les choses en main. Enfin, plus exactement, au pied. Le droit tout d'abord, pour conduire le ballon. Le gauche ensuite, pour conclure l'action. Quel but et que d'émotion sur le banc français. Et ce n'est pas terminé, loin s'en faut. Je crois qu'on était doués, quoi, puisque maintenant tu regardes en équipe de France A, on est 7 ou 8, quoi. C'est énorme. Je crois que c'était une bonne génération, quoi. Mais en plus de ça, il y avait l'amitié qui régnait entre nous, quoi. Il y avait tous ces trucs qui nous a permis de nous lier, quoi, les uns les autres, quoi. Sans ça, de toute façon, au football, tu fais pas grand-chose, même si c'est doué, quoi. Après ce but de Jean-Luc Dogon, la France mène 3-1. L'amitié permet parfois à certains joueurs de jouer les yeux fermés. Eric n'a pas vu Stéphane Paille, il a juste senti, ce qui est largement suffisant. Rarement une équipe anglaise espoir aura été aussi humiliée de la sorte. Qui aurait pu prévoir un score aussi large, surtout que quelques années auparavant, les espoirs anglais avaient fait exploser la France 5-1 à Hartlepool. Et si les Français réussissaient ce soir le score inverse? Allez, un petit but de plus, pourquoi pas? Le problème, c'est qu'il y aura effectivement un autre but dans ce match, mais qu'il sera inscrit par les Anglais. Tant et si bien qu'il plane désormais un léger doute avant le match retour à Londres, et plus précisément au stade d'Highbury. Highbury, nous y voici 2 semaines plus tard. Le terrain est un bourbier, mais il est bien connu que plus la situation est délicate, pour un artiste, mieux il pourra donner sa pleine mesure, aussi paradoxal que cela puisse paraître. Le gardien anglais pensait sans doute, comme nous, qu'Eric allait croiser son tir. Cela se passait à la 56e minute. Sauzé, dans le trou pour Cantona, le football paraît alors si simple. Eric élimine. Eric illumine. Eric va à la mine. Score final, 2 partout. C'est plus de charbon qu'il n'en fallait.
C'était donc la demi-finale, mais en fait, la finale avant la lettre. Paille-Cantona, c'est le ticket choc des espoirs. C'est ensuite dans un stade d'Athènes chauffé à blanc que les Français vont disputer la première manche de la finale le 24 mai 88. Les Grecs, en maillot bleu, bousculent d'entrée de jeu la défense française, qui, en certaines occasions, c'est vrai, courbe les chines, mais ne rompt pas. La chance est même parfois au rendez-vous, et pour tout arranger, le gardien français, Claude Barabé, est dans un grand soir. Ce n'est pas le soir en revanche de l'arbitre, comme on va le constater après ces images, des supporters grecs qui perdent un peu la raison. Mais revenons au jeu. Cantona part seul au but. Le gardien grec le stoppe, on ne peut plus volontairement. Et l'arbitre, complètement à côté de la plaque, ne sort qu'un ridicule carton jaune. Enfin, 0-0, c'est quasiment dans la poche. L'équipe de France A étant éliminée depuis bien longtemps de la phase finale du championnat d'Europe qui allait se disputer le mois suivant en Allemagne, la presse française se rabat sur cette bande de louveteaux aux dents longues. Le jour de gloire est arrivé, et avant que l'étendard non sanglant soit levé par le capitaine Stéphane Paille, revoyons pour le plaisir les 3 buts français, alors que, comme le signalait une banderole, Cantona n'avait pas pu malheureusement tenir sa place. Le premier but était l'œuvre de Franck Sauzet, jeune socialien encore à l'époque, mais déjà doté de la frappe phénoménale qu'on lui connaît. En deuxième mi-temps, le même, en couleur. Et pour parachever le tout, encore un socialien, Franck Sylvestre. Oui, l'étendard, enfin, la coupe, peut maintenant être levée par Stéphane Paille. Pendant ce temps, seul dans les vestiaires, l'entraîneur Marc Bourrier fête l'événement à la manière de Qui vous savez, à la différence près que normalement ça se boit dans un verre et qu'il s'agit de vodka. C'était il y a seulement 4 ans, mais on dirait une éternité. C'est vrai qu'il s'est passé tant de choses. Il faut dire que votre héroïque national ne tient pas en place, hein? Enfin, bien que se démenant comme un beau diable, rouge évidemment, les actions n'aboutissent pas toujours contre Sheffield. Voyons sa nouvelle étape. J'ai signé à Marseille parce que j'étais de là-bas et parce que mon gamin, je supportais Marseille et parce que j'avais envie de vivre moi tout ce que mes idoles avaient vécu, quoi. Et puis la première année, c'est pas trop bien passé. Non, il y a eu beaucoup. Je suis parti à 15 ans de chez moi, il y a eu le centre de formation, il y a eu plein de choses, et puis le fait de se retrouver comme ça, parce que bon, Auxerre c'est spécial comme ambiance. C'était tellement fort, quoi, important comme changement que j'ai pas bien compris, quoi. J'ai pas bien compris, moi je continuais dans mon truc. Puis le fait de revenir à Marseille, c'était je retombais dans l'amateurisme, quoi. C'est-à-dire que quand j'ai quitté Marseille, moi j'étais amateur, je retournais à Marseille, je retrouvais ma famille, je retrouvais mes amis, donc je revenais 10 ans en arrière, quoi. Marseille et le stade Vélodrome. Nous y sommes en ce début de saison 88-89 pour un match contre le Matra Racing. Pour la petite histoire, sachez que le transfert d'Auxerre à Marseille s'est conclu sur une base de 22 millions de francs, le record français à l'époque. 3 jours plus tard, on retrouve Cantona à Strasbourg. Il offre le premier but à Papin, Papin qui en marquera un deuxième sur penalty. Henri Michel, le sélectionneur, a donné l'avant-veille de ce match sa liste pour le match éliminatoire de la Coupe du Monde à Chypre. Eric n'en fait pas partie et le vit mal. Ce soir-là, à la Méno, il réussit une grande deuxième mi-temps. Mais c'est surtout la troisième qui va beaucoup faire parler. Et je souhaite qu'un jour, on s'aperçoive qu'Henri Michel est l'un des plus incompétents sélectionneurs du football mondial. Je lisais un truc de Mikiro, puisque c'est un gars que j'adore, qui disait que celui qui s'occupait des Oscars à Hollywood là, était un sac à merde. Je pense qu'Henri Michel n'en est pas loin. Nous avons pris la décision d'exclure Eric Cantona jusqu'à nouvel ordre de toute sélection. La
carrière de Cantona paraît dès lors très mal engagée, même si finalement il peut poursuivre son métier tous les week-ends avec son club. Papin Cantona semblent avoir trouvé leur marque. Contre Lens, en effet, soit 15 jours après ses déclarations suicidaires, il renvoie l'ascenseur à Papin. Avant de marquer son deuxième but personnel, et le tout dans la même mi-temps. Papin et Cantona, les deux font la paire. Un peu plus tard au Vélodrome, ce sont ces deux joueurs qui vont faire basculer la rencontre. Dans ce même match contre Caen, Canto offre encore sur un plateau d'argent un ballon à Philippe Vercruis. Mais c'est visiblement avec Papin que le ballon se transmet le mieux. Tout cela profite à Marseille, mais plus à l'équipe de France, qui une semaine plus tard ne fera que match nul à Chypre, à l'issue d'un match où les Français le furent également. Nul. Papin sortira le premier, complètement sonné. 11 jours plus tard, Henri Michel sera remplacé par Platini. Je crois qu'à Chypre, il fallait aller en faisant le pressing et en les bloquant dans leurs 18 mètres et pas les faire sortir. On a joué d'une certaine façon au milieu de terrain et là j'étais un peu... ça m'a surpris parce qu'on n'a pas joué pour gagner. Je prendrai les meilleurs joueurs que je pense et on essaiera de jouer en fonction de leur style. Le 28 janvier 89, Cantona va une nouvelle fois se saborder. Cela se passe à Sedan, à l'occasion d'un match amical contre le Torpedo Moscou. Après ce geste, il s'ensuit une mise à l'écart du président marseillais Bernard Tapie. Mais qui est donc ce Cantona qui semble prendre un malin plaisir à s'autodétruire? Réponse d'un psychanalyste. Je suis heureux d'être fou parce que je trouve ce monde où les gens qui y vivent très banal, quoi. Donc maintenant celui qui sort de l'ordinaire est traité de fou et je suis heureux de l'être et fier de l'être. Vous savez, c'est toujours très difficile de savoir exactement qui est fou et qui ne l'est pas. Ceci dit, c'est vrai, il existe des fous. Mon premier réflexe serait de vous dire, je rencontre très souvent des malades mentaux à l'hôpital. En général, ceux qui disent qu'ils sont fous vont plutôt bien. Par contre, les plus atteints, n'est-ce pas, sont au contraire des gens qui vous le déclarent qu'ils sont parfaitement normaux. Je m'exprime comme je ressens, sans trop de réflexion, là, sans trop de... C'est à l'état pur, quoi. Je suis gorgé vif, quoi. Éric Cantona violent, ça je dois dire, je trouve ça épatant. Dans cet univers quand même, où à l'occasion, on voit la haine dans les stades, causer je ne sais combien de morts, où les joueurs sans cesse s'entendent dire Éric Cantona ne le supporte pas, cogne, 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 et du coup lorsqu'Éric Cantona cogne à l'occasion, tout le monde arrive, n'est-ce pas, la bouche en cul de poule et dit mais où a-t-il trouvé ça? D'où vient cette violence? Ce qui est en tout cas frappant dans toutes ces phrases, c'est à quel point elles sont pensées, à quel point justement elles détonnent avec ce qu'on entend habituellement comme conneries, il faut bien le dire, dans le football français. C'est pour ça, si vous voulez, que sans faire une analyse de texte de ses propos, ce qui me frappe, c'est leur intelligence. Lorsqu'il dit par exemple qu'il rêve d'un football qui soit une symphonie, qu'il en a assez, n'est-ce pas, d'un football robotisé, où sur le terrain est conçu, n'est-ce pas, comme un écran d'ordinateur, eh bien ça, effectivement, c'est l'insupportable pour le football français. Et à coup sûr, ce qu'on ne supporte pas dans Cantona, je ne sais rien de lui, mais ce qu'on ne supporte pas de lui, c'est justement cette singularité. Ce type qui fait le petit pas de côté et qui, après tout, regarde ce que les autres ont fait de lui et ce qu'ils sont. Et c'est pour ça, si vous voulez, que je trouve que Cantona est un formidable analyste du football français. Il faut parfois être aussi docile aux choses qu'on ne supporte pas et voir derrière le jet d'un maillot ou derrière une injure autre chose. J'ai toujours souhaité vivre en accord avec ce que j'étais, non pas en accord avec un plan de vie que je m'étais
fait, des buts que je m'étais fixés ou des trucs comme ça. Quand je réagis, c'est parce que c'est instinctif, quoi. Il y a de bonnes choses, il y en a de moins bonnes. Et bon, c'est pour tout le monde pareil, dans la rue, pour vous, pour nous, pour les gens qui nous regardent, pour les gens qui nous écoutent, pour tout le monde. L'important c'est de sortir de tout ça. L'important c'est avoir la force. Je ne sais pas si c'est l'intelligence, mais trouver la solution à ces problèmes. La solution pour l'instant, c'est de prendre un peu ses distances avec l'OM. En ce début d'année 89, Canto est prêté 6 mois à Bordeaux. Bordeaux qui n'est plus vraiment le club phare du début des années 80. Bordeaux qui est éliminé par la modeste équipe de Beauvais au pénalty lors des 16e de finale de la Coupe de France. Après, je suis allé à Montpellier avec Stéphane Paille, puisqu'on avait flambé avec les espoirs, on rêvait de jouer ensemble. Puis c'est à Montpellier qu'on a pu réaliser notre rêve. Cantona Paille ou la fameuse doublette reconstituée. C'est à n'en point douter l'événement de cette avant-saison 89-90. La saison à proprement parler n'a rien d'exceptionnel. Et, par exemple, ce but de Cantona au Parc des Princes n'empêchera pas le PSG de l'emporter. En fait, l'événement viendrait plutôt de notre formation nationale. Pratiquement éliminée de la Coupe du Monde, la France de Platini prend un nouveau virage. Et une équipe va naître le 16 août 89 à Malmö. Ce soir-là, contre une formation suédoise invaincue à domicile depuis fort longtemps, la France va l'emporter 4-2. 2 buts de Papin, 2 buts de Cantona, dont l'influence sur l'équipe devient peu à peu prépondérante. Pendant ce temps, Montpellier continue son petit bonhomme de chemin, avec des hauts, comme ici contre le Matra Racing, mais également des bas. Pour ce qui est de l'équipe de France, l'aventure se termine rapidement, car malgré une belle victoire contre l'Écosse 3-0, elle n'ira pas à la Coupe du Monde. Un peu plus tard, Canto aura une altercation houleuse avec son coéquipier Lemou, juste après un match à Lille. Les affaires reprennent. Je voudrais préciser ceci, j'ai eu une altercation avec Jean-Claude Lemou, effectivement, après notre défaite à Lille. Maintenant, je pense que cette histoire a pris des proportions un peu démesurées, suite à une décision qu'a prise M. Nicolin qui m'a profondément déçu. Louis Nicolin écarte Cantona de l'équipe première et parle de le virer. Un joueur qui en vient aux mains avec un partenaire, cela arrive de temps à autre dans les clubs. Mais dès que Cantona lève le petit doigt, la presse se déchaîne et cela prend toujours des proportions énormes. Finalement, après une franche discussion avec le président montpelliérain, Canto réintègre l'équipe et cette dernière commence enfin à trouver ses marques. De l'efficacité mais aussi de la qualité, comme ce 1-2 parfait avec Valderrama. Définitivement distancé, et cela depuis longtemps, Montpellier misera tout sur la Coupe de France. Mais nous n'en sommes pas encore là. Pour l'instant, Eric savoure l'instant présent, sa brouille avec Nicolin figure au rang des souvenirs. Et nous allons nous retrouver en ce mois de février au stade de la Mosson pour un match ô combien prestigieux. Dans le nouveau jardin d'Eric, en effet, la France dispute un match très attendu contre l'équipe d'Allemagne. La formation de Beckenbauer démarre fort et ouvre logiquement la marque devant une défense française bien statique. Pour Jean-Pierre Papin et Eric Cantona, c'est un véritable test, car l'Allemagne, c'est ce qui se fait de mieux à l'heure présente. Fin de première mi-temps, Papin, parti à la limite du hors-jeu, égalise. La France tient le bon bout, et à 5 minutes de la fin, sur un centre de Vairua, Eric marquera le but décisif devant l'équipe qui sera sacrée championne du monde 4 mois plus tard. Sur sa lancée,
Français, Eric va se distinguer avec son club et marquer 3 buts sur cette même pelouse contre Cuiseaux-Louhans en Coupe de France. Un du droit, un de la tête et un du gauche. Bon, vous me direz que Cuiseaux n'est après tout qu'une formation de 2e division. Alors on se retrouve un peu plus tard, même heure, même stade, contre une équipe qui figure parmi l'élite, le FC Sochaux. Ce but du droit est refusé à Eric. Qu'à cela ne tienne, nous allons nous retrouver en 2e mi-temps pour un but de la tête. Le pied gauche n'était pas sa spécialité il y a 2 ou 3 ans. Aujourd'hui, c'est évident, cela ne pose plus de problème. Cantona et Montpellier marchent au super. Dans la foulée, ils se qualifient pour la demi-finale de la Coupe de France. Mais la tâche s'annonce plutôt délicate, car cette demi-finale se jouera à l'extérieur et plus précisément à Geoffroy-Guichard. Mais contre Saint-Étienne, Montpellier impose rapidement son football et Eric réussit la reprise de volée parfaite. 1-0, nous en resterons là. Pour la finale, c'est encore un match à l'extérieur, pourrait-on dire, car il y a en face l'équipe du Matra Racing, vainqueur surprise de Marseille en demi-finale au Vélodrome. Le spectacle est de qualité et Cantona y est pour beaucoup. Montpellier domine cette partie, mais toujours rien. Et comme souvent dans pareil cas, c'est à la suite d'un coup de pied arrêté que la situation va s'éclaircir. Ballon bien travaillé par Laurent Blanc, le poteau, plus le dos d'Olmeta, la coupe a choisi son camp. Cela se passait durant la première partie des prolongations. Peu après le début de la deuxième, Cantona pour Guérin, pour Ferraoui, 2-0. Les joueurs de Montpellier, heureux, pourront brandir le métal précieux et le remplir d'un champagne délicieux, même si un but de Ginola à la dernière minute les rendra quelque peu soucieux. Le premier titre pour Eric et une soirée inoubliable le lendemain, place de la Comédie. Et on a gagné la Coupe de France. Et voilà, qu'on a vécu une grande saison, quoi. Et de là, je suis retourné à Marseille. Et ça allait beaucoup mieux, ça allait bien. On marquait des buts, on gagnait, on était premiers. Et puis à la fin du mois d'octobre, je crois le 28 octobre, je me suis blessé au genou. Et j'étais out pour 3-4 mois, quoi, je crois. Saison 90-91 donc. Revoici l'OM et un Canto toujours aussi efficace. Effectivement, ce début de saison, à l'image de ce match contre Caen, s'annonce prometteur. Et que ce soit au Vélodrome ou à l'extérieur, comme ici à Lyon, l'OM et Cantona sont irrésistibles. Le public marseillais est connaisseur. Il aime la victoire, bien sûr, mais aussi le spectacle, le beau geste. Avec Eric, il sera comblé dans tous les domaines. Et personne n'a oublié cet éclair de génie contre Bordeaux, l'ennemi juré. Des gestes, en veux-tu, en voilà. Papin, Waddle, Cantona, que demander de plus? Tout le monde redoute l'attaque olympienne. Parlez-en par exemple au PSG. Et tout le monde passe à la moulinette. Saint-Étienne par exemple, le 6 octobre 91. Mais il y aura la fameuse blessure en début d'année contre Brest, dont parlait tout à l'heure Eric. Et surtout, une fois rétabli, Goethals, qui vient de remplacer Beckenbauer, ne lui laissera jamais l'ombre d'une chance. Cantona passe à côté de l'aventure européenne et ne refera que de brèves apparitions avec l'équipe première, comme ici par exemple lors du match retour contre Saint-Étienne.
Et le match se poursuit à Old Trafford. Manchester continue son pressing, c'est vrai, mais tout cela n'est pas vraiment efficace. Alors, revenons à l'équipe de France. L'équipe de France, c'est quelque chose à part. Si tu te compares aux meilleurs joueurs de leur pays à chaque fois, aux meilleurs joueurs européens, aux meilleurs joueurs du monde, et ça te permet de savoir un peu où tu vas, quoi. Ce que tu représentes, ce que tu es, la valeur que tu as. Parce qu'on ne sait jamais vraiment, quoi. À la télévision, on voit souvent des extraits, on voit des buts, on voit des trucs comme ça, mais on ne sait pas, quoi. On ne sait pas ce qui se passe ailleurs, quoi. Vraiment. Et quand tu es sur un terrain face à ces mecs, tu peux savoir ce que tu es, quoi. L'équipe de France, c'est le bol d'air d'Éric. Premier match éliminatoire du championnat d'Europe à Reykjavik. But de Cantona et victoire de la France 2-1. La France réalisera des matchs superbes contre la Tchécoslovaquie, l'Espagne, l'Albanie, autres adversaires de son groupe. Cantona et Platini sont sur la même longueur d'onde. L'équipe de France pratique un football de grande qualité. Avec 8 victoires pour 8 matchs, elle établit un nouveau record. Mais curieusement, durant les matchs amicaux qui précèdent la phase finale en Suède, cette équipe si conquérante perd peu à peu ses qualités. Et malgré un match nul réalisé devant les Pays-Bas, tout le monde commence sérieusement à douter. Comble de malheur, Papin, malgré ce but devant Van Breukelen, est blessé à la cheville. Tout le monde sait qu'il ne pourra évoluer qu'à 60% de ses moyens. Le ciel suédois commence à être légèrement nuageux. L'Euro 92 en Suède, ça a été une grande désillusion, quoi. Parce que bon, on n'avait pas perdu. On avait gagné 8 matchs consécutifs lors des éliminatoires. On avait gagné, ça faisait 3 ans qu'on ne perdait pas. Et on est arrivé là-bas peut-être un peu trop favori, quoi. Je crois pour le peu d'expérience qu'on avait. Mais ça sert, quoi. C'est important de vivre des choses comme ça. Après un match moyen contre la Suède, match nul 1 partout, la France frôle la défaite face à l'Angleterre, match nul 0-0. Malgré tout, un autre résultat nul contre la surprenante équipe danoise la qualifierait pour une demi-finale. Mais, en ce mois de juin ensoleillé, Éric et les Bleus vont toucher le fond. But de Larsen en première mi-temps. Une première mi-temps vraiment décevante. Bien que très moyenne, l'équipe de France égalisera par Papin, mais les Danois s'accrochent et reprennent fort logiquement l'avantage. L'Euro suédois aura été effectivement une cruelle désillusion. C'est quand tu vis des choses difficiles, des moments difficiles, et que tu t'en sors, que tu peux dire oui, je suis peut-être quelqu'un, j'ai autre chose que les qualités de simple footballeur, quoi. Parce que c'est dur, c'est difficile, il y a des moments où c'est dur. Et donc on a vécu cette désillusion. C'est important de la vivre. C'est important de savoir si on peut continuer, si on peut passer au-dessus de ça, si on aura la force de passer au-dessus de ça. Je pense qu'on aura la force de passer au-dessus de ça. Mais les éliminatoires de la Coupe du Monde commencent mal avec une défaite en Bulgarie. Et la victoire contre l'Autriche, qui suit à domicile, n'est pas encore vraiment convaincante. Ouverture lumineuse en première mi-temps. Déviation astucieuse en seconde. La France sait qu'elle peut compter sur Canto dans les moments difficiles. Pour le match suivant, les Bleus accueillent la Finlande. Un match a priori facile. Comme contre l'Autriche, la France démarre plutôt bien. Comme contre l'Autriche, Papin et Cantona trompent le gardien. Comme contre l'Autriche, le match se termine en eau de boudin. Mais comme contre l'Autriche, la France empoche quand même les 2 points.
Ah oui, c'est le règlement UEFA, comme partout en Europe d'ailleurs. 2 points. En Angleterre, vous savez, on ne fait jamais rien comme les autres, alors la victoire vaut 3 points. Mais dans ce match à Old Trafford, elle paraît vraiment loin cette victoire. Et à la surprise générale, mais oui, Sheffield mène 1-0 et puis il y a cette déviation d'Eric et ce but de McClair. Je crois que le match va prendre maintenant une nouvelle tournure, tout comme la carrière d'Eric, qui je crois va quitter l'OM. Je suis parti à Nîmes. Voilà, c'est un club qui montait, on voulait faire quelque chose avec le temps, tout ça, et essayer de créer un grand club. Mais j'avais pas encore conscience que le temps à moi c'était difficile comme le donne. Donc voilà quoi. Donc j'avais pas envie en fait de perdre mon temps. Nîmes a du mal à se distinguer en ce début de championnat, tout comme Eric qui marque finalement peu de buts. Contre Saint-Etienne, Eric joue un ballon à la régulière avec Castendutch. L'arbitre siffle contre lui et il craque. Les affaires reprennent. J'avais décidé d'arrêter le football. Pour plein de choses, j'avais été expulsé contre Saint-Etienne. Et à la commission de discipline, là-bas, enfin, il y a eu plein de... Ils ont jugé en fait ma vie, quoi. Pas ma faute. Je les ai traités d'idiot, quoi. C'est une grande marque de respect que j'avais pour eux. Et ils m'ont mis moi supplémentaire. Et de là, j'ai dit, vogue la galère, je pars. Et je suis parti. Chez nous, en Angleterre, on dit que certains arrêts buffets sont parfois indispensables, histoire de récupérer, de refaire le point et ensuite de repartir vers sa passion pour la vie, pour le jeu ou pour le football. Chez nous, je crois qu'Eric a retrouvé son équilibre. Il a, retrouvé sa joie de jouer. Et son sourire aussi. Il pleut ici à Londres, mais du moment qu'il fait beau dans son cœur. En Angleterre, vous savez, il a retrouvé cette joie de donner à ses partenaires, comme après ce but ici à Stamford Bridge contre Chelsea. Je ne comprends toujours pas comment la France a pu laisser partir un tel joueur. Vous êtes vraiment étranges, vous les Français. En Angleterre, il a retrouvé la joie de donner aux spectateurs. Ici, c'est très important. Il existe entre les spectateurs et les joueurs, c'est une vraie communion d'esprit, on dit chez vous, non? Il a même marqué ici un penalty, alors que normalement ce n'est pas lui qui devait le tirer. Sacrée force de caractère, ce gars-là. Il saute très haut. Il redevient le diable de joueur que l'on connaissait et il mérite vraiment de porter à Manchester le numéro 7. Je vous l'ai dit, celui du légendaire Georgie Best. Oh, Georgie. Et à l'heure actuelle, il est en passe de réaliser un exploit légendaire, celui de devenir champion d'Angleterre avec United. Car chez nous, on dit United, pas Manchester United. Un an après, donc, l'avoir été avec Leeds. Mais c'est vrai, pour gagner cet incroyable pari, il faudrait déjà battre à domicile Sheffield United. Il faudrait qu'on revienne à ce match. Ça y est, nous y sommes et nous sommes toujours à un but partout. Il ne reste que 12 minutes de jeu. Eric demande la balle. Et je crois qu'elle ne viendra pas. Ça ne fait rien, il faut toujours s'accrocher. Elle finira à un moment ou à un autre à arriver. Discute avec un partenaire, se replace. Oh, j'ai vu cette balle dans le champ de la caméra, ça y est. Elle part sur la droite. Elle va peut-être revenir. Oh oui, un contrôle parfait, un tir. Oh hier, Manchester l'emporte 2-1 cet après-midi à Old Trafford et garde le contact avec Aston Villa. Et un 1-2 un peu raté. Et finalement ce ballon qui revient. Et écoutez la foule. Les spectateurs d'Old Trafford, pourtant si difficiles, sont conquis par ce drôle de Frenchie qui ne ressemble vraiment à aucun autre. Cantona, je crois qu'on aime ou on n'aime pas, mais une chose est sûre avec lui, il n'y a pas d'artifice, pas de faux semblants, hein. Cantona ne cherche pas à paraître, il ne cherche pas à vous séduire pour mieux vous embrouiller ensuite.
sûr qu'il tranche avec son époque, que cette générosité d'esprit aussi l'a fait trébucher, mais sa force de caractère et son talent sont si grands qu'il ira, je crois, sans doute jusqu'à la fin du chemin qu'il s'est tracé.